je doute fortement qu'ils vont se contenter de la détruire. J'ai fort à parier qu'ils vont s'en servir à des fins militaires, politiques, voire pire, criminelles. Je crains être responsable de milliers de morts si mon IV1 venait à finir entre de mauvaises mains. Qu'il soit vendu à des organisations criminelles et terroristes, ou volé par ces derniers, qu'il soit utilisé par des dirigeants assoiffés de gloire, d'argent et de pouvoir dans l'unique but de conquérir le monde. Je ne comprends pas comment ils ont découvert son existence. Nous sommes en danger. J'ignore ce qu'il nous attend. Que vont-ils faire de nous une fois qu'ils auront récolté les preuves? Nous condamner? Nous obliger à travailler pour eux? Je suis très inquiète sur le sort qui nous attend ainsi que pour l'avenir de notre monde. Je n'ose plus bouger. Le simple fait de respirer me donne l'impression de signaler ma présence à l'ennemi. J'ai la terrible sensation qu'ils savent déjà où je suis et qu'ils s'amusent à me faire subir cette torture émotionnelle avant de venir me cueillir. Pourquoi je n'ai pas vu les signes avant-coureurs de cet enfer? Je me repasse le film dans ma tête. Hier, Mike est venu me voir en panique. Il m'a dit que depuis 2 semaines, il avait la sensation d'être constamment observé et parfois pris en filature. Il a commencé à se poser des sérieuses questions quant à certains piétons. Il a ajouté qu'il s'est dit que c'était possiblement des pickpockets ou autres délinquants en quête de nouvelles victimes. Mais depuis le temps, il a trouvé suspect de ne pas s'être déjà fait agresser. Ensuite, il a dit apercevoir des ombres noires se déplacer très rapidement du coin de l'œil, entendre des genres de crépitements étranges quand il téléphone. Et ce qui lui a valu cette belle crise de panique, c'est la rencontre avec un homme étrange dans le métro. Cet homme, d'une allure à la fois malaisante et effrayante, lui aurait saisi fortement l'épaule et lui aurait murmuré à l'oreille. Très belle découverte, n'est-ce pas? Sachant à quel point cette station de métro est malfamée, je n'ai pas été plus surprise que ça. Pour moi, c'était sûrement un drogué ou un pickpocket qui cherchait à lui faire les poches. Je l'ai donc rassuré en lui disant que la phrase de l'homme bizarre était tout simplement un hasard, juste qu'il soit prudent puisqu'il semble être une proie sélectionnée par la délinquance. Il m'a répondu « Oui, mais non. Là, j'ai vraiment la sensation que quelqu'un est au courant pour notre découverte. Ce qui est sûr, ce ne peut pas être notre commande de la nanotechnologie sur le Darknet qui nous aurait trahi étant donné que j'ai pris les précautions maximales et détruit l'ordinateur volé que j'ai utilisé. Encore moins les nanolentilles lenticulaires étant donné que c'est mon oncle qui a réussi à m'en fournir. Il me connaît depuis tout petit, il sait que j'adore jouer aux apprentis sorciers avec la physique et la chimie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si mes parents n'ont jamais voulu me laisser chez lui. Il est tellement irresponsable. Je lui ai dit « Écoute, je ne pense pas que qui que ce soit au courant. C'est sûrement ton imagination qui te joue des tours. Je suppose qu'inconsciemment tu projettes ta peur que quelqu'un vole notre invention. Mais si tu veux, on peut prendre des précautions au cas où. J'ai plusieurs boîtes de gélules hermétiques à la maison. Ils contiennent tout un médicament liquide. On aura juste à les vider et à les remplir avec l'IV1. Comme ça, ils seront stockés chez moi, en sécurité, et personne ne se doutera de ce qu'ils se cachent dedans. Hop, ni vu ni connu, on n'aura plus qu'à remplir la fiole d'une solution qui lui ressemble, aller à l'extérieur, faire genre qu'on essaie d'être discret, voilà, et détruire la fiole. Ainsi, les éventuelles personnes qui auraient découvert je ne sais comment notre secret croiront que nous avons détruit l'IV1. La suite des événements se sont déroulés aujourd'hui même. C'était tôt ce matin, moi et Mike étions dans sa cabane de jardin transformée en laboratoire de fortune. De base, nous nous amusions à jouer aux apprentis sorciers avec diverses substances, plus ou moins dangereuses pour certaines. Notre but était de se cacher pour éviter d'impliquer des personnes extérieures si cela venait à mal tourner. Jusqu'à ce jour où nous avons eu l'idée d'essayer de voir s'il était possible de créer l'équivalent d'une plaque d'invisibilité mais en version liquide. Nous avions utilisé des nanolentilles lenticulaires, de la nanotechnologie que Mike a achetée sur le Darknet, ainsi qu'une solution pour permettre à ces nanotechnologies de se mouvoir et ainsi faire agir l'effet d'invisibilité. Le résultat n'étant pas parfait, nous l'avions donc baptisé Invisibilité version 1, d'où l'abréviation et le code IV1. J'ai vidé toutes mes boîtes de médicaments dans un bac. La mission de Mike était de les vider à la seringue gélule par gélule, et la mienne de les remplir une par une avec l'IV1 avant de colmater le petit trou. Il ne me restait plus qu'une dizaine de gélules à remplir lorsqu'un homme débarque à l'improviste. Il était grand, d'une 50aine d'années, un peu de ventre mais suffisamment large d'épaules pour intimider. Costard, cravate noire et chemise blanche, il dégageait une aura intimidante. Nous étions à la fois surpris et inquiets. Nul n'a osé réagir devant cet homme qui en imposait. Pour une raison inexpliquée, on sentait bien qu'il n'était pas n'importe qui et qu'il n'était pas là par hasard. Nous étions très très mal à l'aise.
Cet homme a balayé la pièce du regard, avant de regarder ce que nous étions en train de faire. Il me regarde droit dans les yeux et me demande pourquoi il y avait autant de paracétamol dans cette pièce. Je lui ai répondu tac au tac. J'ai souvent des migraines, donc je m'arrange à avoir plusieurs boîtes que je laisse partout où je vais au cas où. Il m'a fixé silencieusement durant quelques secondes avant de me dire en souriant « Très bien ». Son regard perçant m'a donné la désagréable sensation de passer au scanner. On aurait dit qu'il lisait dans mon esprit, en décodant le langage incontrôlable du corps humain. Il est reparti, l'air satisfait, en nous laissant sa carte de visite sur laquelle était juste écrit « Olivier Tousset », avec un numéro de téléphone et un logo qui s'est révélé être celui des services secrets français après recherche. Une horrible peur nous a pris l'estomac en otage. J'ai dit à Mike « Mec, je crois bien que tu avais raison depuis le début. J'ai bien l'impression qu'on en veut à notre IV1. On doit tout détruire sur le champ, immédiatement avant qu'il ne revienne. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir de gros problèmes. » On a aussitôt préparé un mélange piranha, le plus puissant que nous pouvions faire. Nous y avons mis toutes les gélules, puis déversé ce qui en a resté dans la terre pour y mettre le feu par la suite. Dégoûté de devoir détruire une telle découverte sans rien dire, j'ai discrètement glissé une gélule dans mon paquet de cigarettes. Il était hors de question pour moi de détruire à 100% quelque chose d'aussi incroyable. Une erreur monumentale qui m'a conduit dans cette situation infernale dans laquelle aucun échappatoire n'est possible. Nous avions cru que la simple destruction de l'IV1 aurait pu pousser les services secrets à nous lâcher, à lâcher l'affaire, après qu'ils aient totalement détruit notre laboratoire. Nous avions naïvement cru qu'ils nous laisseraient vivre notre vie comme si de rien n'était. J'ai naïvement cru qu'ils n'étaient pas au courant pour la gélule survivante. J'ignore comment ils font pour savoir des choses que nul n'est censé savoir. C'est comme s'ils étaient présents avec nous H24 où que l'on soit, comme s'ils étaient nos ombres, comme s'ils étaient omniscients. Et je suis d'une stupidité infinie, d'une crétinité profonde. Je me savais traqué par les services secrets, mais puisque l'IV1 était censé être totalement détruit, j'ai jugé bon de rentrer chez moi, faire ma vie comme si de rien n'était. Erreur fatale que même de simples délinquants n'auraient pas commise. Cette nuit, je me suis levé pour étancher ma soif. J'allume le couloir de mon appartement pour accéder à la cuisine. Lorsque je suis arrivé au niveau de ma porte d'entrée, j'ai aussitôt ressenti un très mauvais pressentiment. Dans la cage d'escalier de l'HLM, des bruits de pas se sont fait entendre. Ils se sont approchés de ma porte avant de s'arrêter net. Angoissé, j'ai aussitôt éteint le couloir pour faire croire à mon absence. C'était complètement stupide, car je savais qu'ils savaient. Mais bon. La lueur lumineuse qui passait sous ma porte était coupée par 2 zones noires, là où les pieds d'une personne étaient positionnés. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai observé par le Judas. Olivier Tousset était là. Je sentais non pas une, mais plusieurs présences partout. Dans les murs, au plafond, absolument partout, comme si j'étais encerclé. Ils étaient là, prêts à m'emmener. J'ai silencieusement reculé. Horrifié, paniqué, le regard fixé sur ma porte d'entrée. Arrivé au niveau de la cuisine, toujours à reculons et dans l'obscurité, j'ai tâtonné le mur à la recherche de l'interrupteur. Lorsque je l'ai effleuré du bout des doigts, une main attrape fermement mon poignet. J'ai cru mon cœur s'arrêter de terreur. J'ai hurlé intérieurement. Olivier Tousset a gentiment frappé à ma porte. Puis un bruit de cliquetis dans ma serrure s'est fait entendre. Le léger grincement de la porte qui s'ouvre doucement. La lumière de la cage d'escalier qui éclaire petit à petit l'intérieur de mon appartement. Et l'homme imposant se met à avancer doucement vers moi sans rien dire. J'ignore comment j'ai fait à ce moment. L'adrénaline en est probablement la cause. J'ai réussi à me libérer de l'étreinte qui m'avait empoigné, et comme si le temps s'était soudainement ralenti, j'ai esquivé Monsieur Tousset et j'ai descendu les escaliers en trombe. J'ai couru, toujours tout droit. J'ai traversé des rues, des parkings, des résidences. J'ai tourné un coup à gauche, un coup à droite de façon aléatoire pour brouiller un peu les pistes. Jusqu'à ce que je décide de me cacher dans un parc d'un des nombreux manoirs du quartier bourgeois. Il ne m'a pas été difficile de passer par-dessus les murs, ma condition physique ayant été décuplée par la peur. Je me suis faufilé jusqu'ici, dans cette haie à l'intérieur de laquelle j'ai pu me cacher grâce à une entrée créée par un passage d'animaux.
Quand j'y repense, je réalise à quel point c'est étrange que personne ne m'a capturé plus tôt. Ils n'ont même pas pris la peine de me courir après. Personne n'était là à m'attendre au cas où je m'échapperais. Pas un agent, qu'il soit secret ou des forces de l'ordre. Aucun véhicule ne m'a suivi. Du moins, je crois. J'étais tellement omnibulé par ma fuite et Mike, qu'est-il devenu? S'est-il fait capturer? La haie a beau être tapie dans l'obscurité des grands arbres, j'ai toujours cette sensation de ne pas être seul. J'ai même l'impression qu'ils sont déjà là à attendre que je bouge ou que je m'endorme. Je ne suis pas loin de craquer face à cette pression psychologique intense. J'ai des larmes aux yeux. Jamais je pensais ressentir une tempête d'émotions négatives aussi intense. J'ai carrément envie de me rendre pour ce qui semble être un crime qui n'en est pas un, juste pour une invention. Peut-être nous considèrent-ils comme une menace sérieuse, des personnes pouvant nuire à la sécurité nationale si on devait commercialiser l'IV aux criminels. Oh, j'entends des pas. J'entends du mouvement à l'extérieur. Oh non. Non, je crois que c'est eux. J'arrive à... Oh non, je vois des lampes au travers du feuillage, ils sont là. Ils avancent doucement. Cette voix, on dirait bien celle de Olivier Setou. Il fredonne un air. Faut pas que je bouge. Faut surtout pas que je bouge. Respirez le plus lentement et silencieusement possible. Ils ne sont pas censés me voir. Mais tout indique qu'ils savent déjà. Non!